Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme certains d'entre vous l'ont remarqué, j'ai été absente pendant plusieurs mois sur YouTube et justement avec cette vidéo, je signe mon grand retour sur YouTube et cette vidéo sera justement l'occasion pour moi de vous expliquer mon absence tout en vous partageant mon parcours qui, depuis quelques mois, est devenu un parcours, je pense, assez atypique. Cette vidéo risque de durer un petit bout de temps, donc prenez votre café, votre thé, les petits biscuits, écoutez-la en podcast, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Je pense qu'il est bon de reprendre depuis vraiment le tout début, la genèse, non pas ma naissance, mais le baccalauréat, puisqu'en réalité, dès la terminale, j'étais passionnée, mais passionnée d'économie, j'adorais ça. Mes professeurs m'ont fait découvrir la science économique et sociale et vraiment c'était génial. Donc j'étais en filière économique et sociale et j'avais adoré. Donc je voulais poursuivre en économie parce que ça me plaisait énormément, mais à côté, j'avais une certaine curiosité pour le droit et je voulais trouver une filière qui puisse me permettre d'explorer à la fois l'économie et le droit. Or, il n'y en a pas 36 000, soit on prend des doubles diplômes droit-économie, ce que j'ai fait, j'ai mis sur APB, donc qui était l'ancêtre de Parcoursup, admission post-bac. J'ai mis des vœux, notamment des doubles licences droit-économie, je crois à la Sorbonne et à Assas, et peut-être d'autres universités. Mais à côté, une école où on peut à la fois faire du droit et de l'économie, c'est Sciences Po Paris, ou Sciences Po en général, mais surtout Sciences Po Paris parce que j'habitais à Paris et je n'étais pas prête à aller dans d'autres universités ou dans d'autres villes de France. Et depuis en fait la première, je prépare ce concours de Sciences Po, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le concours de Sciences Po, en tout cas à mon époque, c'était en deux parties, c'est-à-dire qu'on avait une partie écrit, donc 3 épreuves, anglais, histoire et option. Moi j'avais pris économie et sociale, sciences économiques et sociales, donc SES. Et après on a un oral et si on réussit l'écrit et l'oral, c'est bon, on est pris à Sciences Po Paris. Donc je prépare les écrits avec acharnement, j'y passe tout mon été, je suis vraiment déterminée. Je passe les écrits, j'obtiens les écrits et j'ai du coup cette convocation à l'oral de Sciences Po et là, c'est une catastrophe, vraiment. Ce jour-là, j'ai été mauvaise. En fait, je pense que je manquais, clairement de recul. En réalité, ça se dit pas, mais j'étais un bébé en fait. C'est-à-dire que quand on me pose une question, j'étais déstabilisée, je ne savais pas comment répondre. J'étais désarmée en fait face à l'examinateur et je ne savais pas du tout me mettre en valeur. J'essayais de prétendre d'être quelqu'un que je n'étais pas. Voilà, et c'était une catastrophe. Donc évidemment, je n'ai pas été prise à Sciences Po Paris parce que j'ai raté lamentablement l'oral. Il me manquait quelque chose pour réussir cet oral. Il me manquait de la maturité, il me manquait cette répartie. Je pense, voilà, il me manquait quelque chose. Alors, s'ensuit une phase de déprime immense. Faut le dire parce qu'en fait, j'ai passé, un an, voire plus, à préparer ce concours. Tous les jours, je nourrissais tellement d'espoir dans cette école et finalement je n'ai pas été prise, donc c'était vraiment, faut le dire, j'ai fait une grosse déprime, limite dépression, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et comme j'avais mis toute mon énergie dans Sciences Po Paris, évidemment j'avais négligé les choix de vœux qu'on devait faire à l'époque sur admission post-bac. J'avais mis donc ces doubles licences droit-économie puisqu'elles me permettaient de continuer l'économie tout en découvrant le droit. À la Sorbonne et à Assas, et je vous le donne en mille, je n'ai été prise à aucune de ces doubles licences. À savoir que j'avais un excellent dossier, c'est-à-dire que j'avais toujours 17 de moyenne à peu près dans mon lycée. J'avais vraiment un très bon dossier, donc j'étais fort déçue de ne pas être prise dans ces doubles diplômes à l'époque. Et à côté, mes autres vœux d'APB étaient clairement négligés. C'était des universités ou des prépas auxquelles je ne voulais pas vraiment aller en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est que mes amis me disaient que Dauphine c'était bien. Et Dauphine, c'était une candidature hors APB et une candidature
hors Sciences Po. Enfin voilà, c'était hors système, on va dire. À savoir, c'est que à l'époque, Sacha de 18 ans ne connaissait pas du tout Dauphine, je ne connaissais même pas le nom, je ne connaissais rien. Et j'ai juste candidaté, mais au hasard, parce que mes amis m'ont dit Dauphine c'est bien, vas-y. Et j'ai candidaté, en plus la candidature était très simple à faire, ce qui m'a, faut le dire, ça m'a séduit directement, parce qu'à l'époque il fallait faire tous les dossiers, Sciences Po c'était long, il fallait payer, pareil pour APB c'était long, il fallait pas payer mais c'était très long, là c'était gratuit et c'était rapide, c'était parfait. Je candidate à Dauphine et je suis prise. Donc je récapitule, je n'ai pas Sciences Po, je n'ai aucun choix sur APB qui me convainc et finalement il me reste que Dauphine, donc j'y vais, j'accepte. À savoir que au départ à Dauphine j'étais vraiment triste en fait, j'y allais, j'étais mais vraiment la tristesse dans l'âme si on veut, j'étais tellement triste parce que moi ce que je voulais, mon seul rêve, c'était Sciences Po Paris et c'est tout. Mais bon, je vais à Dauphine, je me dis chaque année que je vais partir, au final je reste parce que ce qui se passe c'est que je rencontre des professeurs qui sont intéressants. J'ai toujours cette passion pour l'économie et pour la macroéconomie surtout qui se renforce. Et je continue, je rencontre des gens mais incroyables, donc je continue Dauphine, licence 1, licence 2, licence 3, troisième année, je passe en licence d'économie, je fais un séjour de 6 mois au Canada qui a été mais incroyable, c'était mon Erasmus et je recommande à toute personne, tout étudiant de faire un Erasmus, ça ouvre l'esprit, c'est incroyable, enfin, si vous avez l'occasion, essayez de le faire, c'est génial. Et à la fin de ma licence 3, donc faut candidater en master. Et la deuxième tentative, Sciences Po Paris, je réessaye un master en droit et en économie. J'essaye, alors là j'accède à rien du tout, même pas d'entretien, rien du tout, je suis recalée sur dossier. Mais c'est pas grave, la vie continue. Déjà j'ai plus de sagesse à l'époque, voilà, je suis moins, j'ai moins d'émotions quant à ces choses-là. Et je choisis de candidater à plusieurs masters de Dauphine, donc en finance et en économie quantitative. Et je suis prise et surtout je décide d'aller dans le master Quantitative Economics. On était la première promotion du master. Donc ce master a pour vocation de donner toutes les bases, en fait, économiques, théoriques, un peu de pratique, mais surtout de la théorie, pour être un économiste vraiment complet. Donc de la micro, de la macro, la théorie des jeux, des stats, des maths, et surtout, ça destine particulièrement à la recherche. Donc je fais le Master 1, à la fin du Master 1, la Covid et le confinement se manifestent. Donc je fais la fin de mon Master 1 à distance. Le Master 2, le début, c'est en présentiel, je crois, et ensuite ça vient très rapidement en distanciel. Et le Master 2, je choisis de me spécialiser en, je vous le donne en mille, macroéconomie et finance. Voilà, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle La Macro avec Sacha. Les cours sont de bonne qualité, c'est vrai, il y a des très bons cours, mais le distanciel a raison de moi. Et très rapidement, je travaille beaucoup trop, enfin faut le dire, hein, j'ai beaucoup trop travaillé, il n'y avait plus de limite entre la vie universitaire et la vie personnelle de Sacha qui n'existait quasiment plus. Voilà, bon, je vous passe les détails, mais je perds énormément de poids, je crois que je perds 10 kilos, c'était vraiment épuisant. Mais il n'empêche que malgré le Covid, malgré la fatigue, malgré tout ça, il faut faire des choix. Et notamment des choix d'orientation après le Master 2. Il faut choisir, est-ce que je continue, entre guillemets, mes études? Est-ce que je fais un doctorat? Ou alors, est-ce que je me lance, à corps perdu sur le marché du travail? Et ce qui se passe, c'est que tous mes professeurs, tous mes amis, mon entourage, tout le monde me dit « Mais en fait, Sacha, tu es si brillante en macroéconomie, fais un doctorat. Tu es faite pour enseigner la macroéconomie, continue. » Parce que oui, à savoir, c'est que c'est vrai que j'étais passionnée de macro et j'enseigne la macro depuis que je suis en licence 2. Je ne sais pas si vous imaginez, mais quand j'étais en licence 2, je donnais des cours de macro à des personnes qui étaient elles-mêmes en licence 2, mais je ne leur disais pas. Voilà. Et c'est à la fin, quand elles me demandaient, parfois, je leur disais, bon, c'est vrai, en fait, j'ai le même âge que toi, mais je comprenais tellement bien que je pouvais donner des cours à des gens qui avaient le même âge que moi, et je n'ai pas arrêté de la licence 2A
encore aujourd'hui, maintenant c'est mon entreprise, c'est mon bébé, à donner des cours de macroéconomie. Donc tout le monde me disait, mais vas-y Sacha, fais un doctorat. Alors moi évidemment je me suis dit, bah, si tout le monde le dit c'est que c'est vrai, Sacha fait un doctorat. Donc je candidate, parce qu'en fait quand on veut faire un doctorat, il faut candidater à des offres de thèse. Je candidate à une offre qui se passe en Europe, un programme européen. Je suis prise, et à partir de là, c'est là que ça commence à devenir intéressant pour vous, à partir de là, c'est la catastrophe. Alors là, il faut le dire, à partir de là, déjà que j'étais pas en très grande forme, je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup de poids. À partir de là, je fais insomnie sur insomnie. En fait, je ne dors plus la nuit. Vraiment, la vie devient impossible pour moi et mon conjoint, ça devient très compliqué, je dors très peu. Et il m'a fallu, je crois, 4 ou 5 mois pour comprendre qu'en réalité, si je me sentais pas bien pendant tous ces soirs, si j'étais angoissée, si ça allait pas, c'est parce que je ne souhaitais pas faire de thèse. C'est parce que les études, j'en avais ma claque et je ne voulais plus faire en fait, je ne voulais pas continuer, je ne voulais pas faire doctorat. Mais sauf qu'entre le moment où je suis acceptée et le moment où il faut signer le contrat, bah justement, se passe 4 mois, voire plus même, et je comprends réellement que je ne veux pas faire de thèse, je crois, une semaine avant de signer le contrat. J'ai eu la révélation une semaine avant de signer le contrat. Et là, je fais un truc qu'il ne faut jamais faire, mais je vous le dis parce que je suis honnête, il ne faut jamais, jamais le faire. J'ai rompu, j'ai dit que je ne voulais pas faire un doctorat la veille de signer le contrat. Donc c'est la veille de signer le contrat que j'ai refusé finalement, que je suis revenue sur mon acceptation. Je sais, c'est pas bien, faut pas le faire, ça m'a valu déjà beaucoup d'angoisse pour moi-même et je me sentais très mal. J'ai culpabilisé pendant vraiment, beaucoup de temps, c'était dur, j'aime pas faire ça, refuser au dernier moment, mais je pense que c'est vraiment, avec le recul, c'est la meilleure décision de ma vie en réalité. Et heureusement que j'ai refusé parce que j'étais vraiment pas prête et je ne voulais pas ça, je ne le voulais pas, vraiment je ne le voulais pas. Mais je me suis laissée porter par le courant, donc attention à vous, ne vous laissez pas porter par le courant, par tous les gens de votre TD qui veulent faire un doctorat, par ces personnes qui croient en vous parce que vous pouvez faire un doctorat. Si vous ne voulez pas le faire, mais ne le faites pas, parce qu'après vous allez être malheureux comme tout et vous allez vous retrouver à refuser le contrat la veille de le signer. Voilà, c'était le petit conseil. Mais voilà, ça n'a pas été sans conséquence puisque après, alors déjà les professeurs, il y en a beaucoup qui étaient fâchés contre moi puisqu'apparemment, il y en a qui m'avaient recommandé, il y en a qui m'avaient même pistonné alors que j'étais même pas au courant, bref, voilà, super. Donc les professeurs étaient vraiment mécontents, j'ai eu beaucoup de refus, de recommandations après pour des emplois de la part du professeur, vraiment ça a été une période difficile, voilà, parce que j'ai dû faire face aux conséquences de mon choix. Et c'est pas toujours facile de faire face aux conséquences de ses choix. Mais bon, on est grand et faut le faire, on n'a pas le choix, donc on le fait. Après, je souhaite me lancer sur le marché du travail. J'essaye, je me lance sur le marché du travail et là, je vous dis ce qui s'est passé. Malgré le fait d'obtenir son master avec 16 de moyenne, de valider avec des super notes, d'avoir une mention très bien, je n'ai eu aucune acceptation de stage et je n'ai eu aucune acceptation en termes d'emploi. C'est-à-dire que je postulais à des stages ou à des emplois, c'était toujours non. Et en fait, c'était vachement compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les institutions, bon, il y a souvent des phases sur concours, mais hors concours, c'est-à-dire pour des stages, c'est beaucoup du piston qui fonctionne et je ne connaissais pas grand monde en réalité. Donc, j'avais, on va dire, un levier très faible. Et j'étais refusée, mais partout, OCDE, Banque de France, Trésor public, j'étais refusée d'absolument partout. Et heureusement, j'ai candidaté à la Banque Centrale Européenne, j'ai répondu à 3 offres, 2 réponses positives, une sur liste d'attente, mais pour moi liste d'attente c'est quand même positif, je veux dire j'ai une réponse. Donc, c'était génial en fait, enfin la libération, je suis acceptée quelque part, et je ne me sens pas comme une moins que rien parce que vraiment j'étais en train de me dévaloriser et c'était long en fait, c'était tellement long cette période. Oh là là, traversée du désert. Finalement j'accepte la première offre qui me parvient, c'est-à-dire que le stage en division statistique, il m'accepte en premier. Moi je me suis dit premier arrivé, premier servi, je dis oui et c'est parti pour le stage à la Banque Centrale Européenne.
Au départ, je commence à distance et ce qui va poser quelques soucis, mais c'est pas de la faute à la Banque centrale. Tout ce que je dis n'engage absolument pas la Banque centrale. Il y a juste des choses qui se sont mal enchaînées, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai commencé à distance, tandis que d'autres collègues ont commencé en présentiel. Ils ont eu rapidement plus de dossiers que moi, car ils étaient plus à disposition. Et ce qui fait que, malheureusement, j'ai eu très peu de dossiers à traiter à la Banque centrale. Mais c'est vraiment, on va dire, un problème de coordination, un peu de malchance. Et même quand je suis arrivée à Francfort, j'ai eu très peu de dossiers en plus, ce qui fait que j'ai pas eu finalement, je pense, un aperçu complet de ce qu'aurait pu être un stage à la Banque centrale. Mais, malgré cela, malgré ces considérations, il se passait une chose, c'est que le matin, je me levais et j'étais malheureuse d'aller à la Banque centrale. En fait, au départ, j'étais heureuse, j'étais toute guirette. Au départ, j'étais là, ouais, c'est la Banque centrale, c'est incroyable, le rêve de ma vie. Parce que oui, c'est un peu le rêve de tout économiste au final, enfin en tout cas macroéconomiste. Oui, c'est la Banque centrale, c'est le rêve de ma vie, c'est bon, je suis une superstar de la politique monétaire. Enfin voilà. Mais non en fait. C'est-à-dire que au bout d'un mois, je me rendais compte qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que même ce qu'on me demandait de faire, ça ne me motivait pas plus que ça. Je ne me sentais pas spécialement à ma place. Et là, tous les matins, vraiment, c'était dur d'aller à la Banque centrale. Non pas parce que la Banque centrale, c'était horrible en soi, mais parce que je me rendais compte qu'il y avait un décalage entre ce que j'aime dans l'économie et le métier d'économiste en soi. C'est-à-dire que j'adore enseigner, j'adore la théorie économique, ça me passionne, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Mais par contre, le métier en tant que tel d'économiste, surtout faire des codes, faire des interprétations, pas forcément avoir de contact humain, parfois ne pas avoir ce côté pédagogue qui ressort, c'est-à-dire vraiment plus que donner un résultat, essayer de faire comprendre le résultat. Ces choses-là qui sont dans le métier d'économiste, en fait, ne me plaisaient absolument pas. Et c'est pas l'économie qui me plaisait pas, mais c'est le métier. Je sentais que rester derrière un ordinateur à corriger un code, surtout dans la macroéconomie, c'est surtout ça, ça me passionnait pas. Et en réalité, j'ai réfléchi à candidater dans d'autres endroits, Banque de France, Trésor public, mais en fait j'étais dégoûtée de tout ça. J'avais vraiment envie de candidater nulle part ailleurs. J'étais un peu écœurée du métier d'économiste, il n'y a rien qui me faisait envie. J'en avais marre de ce milieu et je voulais changer. Et après beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes, et surtout avec mon compagnon, il faut le dire, mais après beaucoup de discussions, j'ai pris la décision d'arrêter en fait le métier d'économiste. Et tout simplement parce que ce métier en soi ne me plaisait pas. Je continue de faire des vidéos YouTube parce que j'adore la vulgarisation, j'adore la théorie économique et je pense sincèrement que si plus de personnes comprennent la théorie économique dans la vie de tous les jours, ça sera plus facile pour eux de comprendre l'inflation et ça générera, je pense, moins de frustration au quotidien. Comprendre, pour moi, c'est vraiment la clé pour baisser les frustrations dans la société. Et j'adore aussi donner des cours, donc ça je vais continuer, j'ai d'ailleurs mon entreprise de cours, mais prévoir l'inflation, je sais pas, faire des statistiques sur la politique monétaire ou faire des modèles, ça ne m'inspire pas, ça ne m'inspire pas. Après on m'a demandé, est-ce que tu veux pas être prof ? J'aime bien être prof, c'est chouette, mais je ne me vois pas faire uniquement ça comme métier. Donc j'ai décidé d'abandonner l'économie de ce point de vue, entre guillemets, sur le pan du métier d'économiste. Et après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de tenter un truc que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais osé faire, c'est reprendre mes études. Donc là, on est en mai 2022, je crois. C'est ça, c'était l'année dernière. Donc mon stage à la Banque centrale a commencé, je crois, en février. Et je prends la décision de candidater en licence de droit dans toutes les universités de Paris et j'ai eu la chance en fait d'être prise en licence 3 à Descartes, à l'université Paris-Cité. Ils ont eu la gentillesse de m'accepter directement en 3e année et c'est pour ça que j'ai été absente sur YouTube. C'est parce que depuis que je suis jeune, en fait, le droit, ça m'a toujours intéressée. Quand j'étais petite, le métier que je voulais faire, d'abord j'ai voulu faire égyptologue, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai voulu faire égyptologue et après en fait ce que j'ai voulu faire c'était avocate. Puis je suis tombée amoureuse de l'économie, j'ai toujours essayé de me réorienter pour faire du droit, mais ça n'a jamais
vraiment fonctionner. À chaque fois, mes plans tombaient un peu à l'eau. Sciences Po, ça fonctionnait pas. Les doubles licences, j'ai pas réussi. Et quand j'étais à Dauphine, j'ai jamais eu le courage de me dire j'arrête et je reprends tout. Là, après la BCE, j'étais prête à arrêter et tout reprendre, mais l'université Paris-Cité a été très aimable et m'a acceptée en licence 3. Et c'est ce que j'ai fait. Là, donc j'ai fait ma licence 3. Là, j'ai fini, je suis en vacances. C'est pour ça que je peux tranquillement reprendre toutes mes vidéos YouTube et tous mes projets à côté. Et franchement, j'adore. Je m'épanouis tellement dans ce choix d'études et je pense de métier plus tard. J'adore. Sincèrement, c'est génial. Si vous voulez un retour de ma part sur d'ailleurs la Banque Centrale ou la licence 3 de droit, des méthodes de travail, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour mon parcours, c'est là où j'en suis maintenant. Mais vraiment, les messages que je veux vous transmettre, c'était tout d'abord, il n'est jamais trop tard pour changer. Que parfois trouver sa voie, ça prend du temps. Si ça se trouve, je me suis dirigée en droit, mais ce ne sera pas mon métier final. Il est possible que ça ne soit pas ma voie finale. Si vous pouvez, évidemment, si vous arrivez à reprendre vos études parce que vous en avez envie, c'est génial en fait. Et je pense que en tant qu'étudiant, on nous met tout le temps la pression de trouver rapidement ce qu'on veut faire, mais ça fonctionne pas. Parfois, ça me prend des années avant de comprendre ce qu'on veut vraiment. Et moi, ce que je veux vous transmettre dans ces vidéos, c'est du courage pour faire ce que vous souhaitez faire, et peu importe surtout ce que les autres disent. Peu importe ce que vos parents disent, à savoir que mes parents n'étaient pas d'accord à ce que je refuse doctorat, peu importe ce que vos amis disent, peu importe ce que votre conjoint dit, il faut vous écouter vous en fait. Il faut vous écouter parce que seul vous, uniquement vous, pouvez savoir ce que vous souhaitez faire et ce que vous voulez faire. Donc voilà pour cette vidéo qui est ici de mon retour sur YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. En tout cas, à très bientôt pour des vidéos plus techniques. Et merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir!